Bonjour, bienvenue sur cette présentation sur SOA et WCF. Je m'appelle Emmanuel Barbolini, je suis responsable pédagogique d'Exia Aix-en-Provence. Je vais donc essayer de vous exposer un certain nombre de concepts concernant la thématique d'aujourd'hui. Quelques ouvrages en guise de complément, Architecture SOA aux éditions du Node, qui va vous présenter la manière de faire SOA d'une manière générale, et les bases WCF, O'Reilly, qui là se concentre sur la technologie WCF, également un ouvrage sur les EAI et celui de Microsoft plus particulièrement, qui est BizTalk. Le plan de la présentation, pré-SOA, on va essayer de comprendre là où nous sommes partis et quel a été le besoin. Également urbanisation du SI, avec la nécessité pour la DSI d'organiser son service informatique avant SOA. Ensuite, la réponse à un certain nombre de problèmes avec l'architecture SOA, WCF en tant qu'implémentation technique de SOA et une petite démonstration. Vous pourrez me faire, si vous le souhaitez, parvenir vos questions par mail. Alors, le SI dans le temps. Au départ, dans les années, on va dire 80-85, les mainframes tenaient le haut du pavé. Donc, c'était des gros ordinateurs centralisés. Et c'était un petit peu ce modèle qui régissait le système d'information d'une entreprise. Ensuite est apparu les applications client-serveur, où là on a délocalisé la puissance de calcul et on a réparti cette donnée-là sur des postes clients. Arrivent ensuite les applications web, où là le système d'information de l'entreprise va s'ouvrir sur l'extérieur. Chacune de ces technologies avait ses avantages et ses inconvénients. Elles sont au jour d'aujourd'hui toutes conservées, donc on doit faire cohabiter ces trois univers-là au sein de la DSI. C'est un biotope technologique qui du coup propose une vision hétérogène et cela peut évidemment poser un certain nombre de problèmes. Lors des fusions-acquisitions, lorsque l'on souhaite faire évoluer son système d'information, lorsque l'on souhaite le maintenir, ça va poser du coup un certain nombre de difficultés, cet aspect hétérogène de la chose. Il va falloir construire des briques technologiques un petit peu tampons qui vont lier les univers entre eux. Et on sait bien qu'à la technique du château de cartes, on n'est jamais trop gagnant dans ce genre de situation. Ce qu'on souhaite, c'est une intégration du coup presque parfaite, où les services seront consommables et composables. Lorsque l'on parle d'urbanisation du SI, on va évoquer à chaque fois certaines notions. L'urbanisme, le métier, l'aspect fonctionnel de l'urbanisation, la dimension applicative et la dimension physique. L'urbanisation, la définition littérale, c'est ensemble des réflexions et des méthodes qui ont pour but l'aménagement de l'espace des villes et leurs alentours en fonction de critères esthétiques, fonctionnels et sociaux. L'urbanisme, du point de vue de la DSI, c'est un petit peu pareil. On va essayer de découper notre système d'information en zones, en îlots, et chacun va avoir ses spécificités. La DSI va également s'attacher à la dimension métier de l'urbanisme, où on a des événements qui se produisent, on doit gérer des documents, ces documents sont gérés par des acteurs, on a des processus métiers également, des workflows, etc., etc. Donc ça également c'est une notion d'urbanisme, du système d'information. Nous avons la dimension fonctionnelle, où là la DSI devra identifier les briques fonctionnelles, les processus métiers. Nous avons la dimension applicative, où là, les fonctionnalités de mon SI, de ma boîte noire, doivent être distribuées et composées en application. Et forcément, à un moment donné, on a la dimension physique qui vient se poser, puisque nos logiciels, nos middleware, reposent sur un ensemble de serveurs physiques qu'on peut toucher, quoi. Le fait que notre système d'information vienne d'univers anciens, hétérogènes, mainframe, client-serveur, le web au milieu, ça va compliquer la chose parce que ces notions-là, l'urbanisme, métier, fonctionnel, etc., sont de toute façon un but à atteindre pour une DSI.
Mais le fait, comme je vous le disais, que on soit dans un univers hétérogène, ben, ça va compliquer. Urbanisation et technologie. Ben, on a nos connecteurs, qui sont des interfaces de communication intra-silos. Les applications de l'époque, ou même encore celles d'aujourd'hui, ont été bâties autour de silos étanches. Hein. On va devoir, comme je vous le disais tout à l'heure, créer des connecteurs. C'est le rôle d'un logiciel de type EAI, Enterprise Application Integration. Pour la partie Microsoft, c'est le logiciel Mistel qui peut faire ça. Du coup, se greffe également la problématique, le transport. Il faut arriver à acheminer des messages entre les applications, gestion des transformations, traitement et mise en format intermédiaire. En effet, une application peut créer de la documentation, créer de la data sous un certain format, mais peut-être que l'autre application a besoin de cette formation-là, mais sous un autre format. Il faudra donc que les EAI en tiennent compte. L'orchestration des processus, c'est sans doute le grand dernier rôle des EAI, gestion transactionnelle des briques technologiques hétérogènes. Il va falloir orchestrer nos briques métiers pour arriver à la nouvelle fonctionnalité souhaitée. Donc voilà, cette technologie-là, les EAI sont une des réponses à la problématique des conceptions hétérogènes. J'ai peut-être tendance à dire ici que c'est une solution de type château de cartes. On a une autre solution pour pallier à ce genre de problématique, ce sont les outils de type workflow. On a la dimension automatisation, l'industrialisation des briques existantes. On a la dimension modélisation, où l'utilisateur va pouvoir conceptualiser et mettre en modèle un certain nombre de processus métiers. Tout ça est régi par un moteur d'exécution. Ce sont des technologies connexes de type framework. Human Driven, ce sont des tâches qui sont destinées aux utilisateurs finaux, c'est-à-dire que les utilisateurs d'outils workflow vont pouvoir facilement conceptualiser, les rendre automatiques et industrialisés, et les faire tourner de manière transparente grâce au moteur d'exécution, et ils vont pouvoir les mettre à disposition des utilisateurs finaux. Donc ça, c'est les technologies de type workflow et langage fonctionnel. C'est une autre façon de résoudre notre problématique d'origine. Donc c'est bien, c'est facile. Est-ce que c'est réutilisable? Je suis pas certain. Est-ce que on est toujours pas lié à régler les problèmes avec des bouts de ficelle avec ce genre de technologie? Peut-être que oui aussi. Donc les outils workflow disposent eux aussi de leurs avantages et de leur lot d'inconvénients. Ensuite, toujours pareil, pour répondre à cette problématique initiale, on a les technologies de type web. Localisation, ça c'est super, on a un point d'entrée unique, c'est mon site web qui va pouvoir me faire me déplacer de service au service étendu de manière transparente, moi qui suis utilisateur, donc ça c'est pas mal. L'interface est unifiée et cohérente, elle répond au standard de W3C, donc ça aussi c'est pas mal. Maintenance et évolution, la prolifération des exécutables sur les postes clients est une source de coût pour la maintenance. L'évolution et la cohérence applicative. Avec le web, j'ai pas ce problème-là, donc ça aussi c'est un bon point. Après, est-ce que l'intégralité de mon système d'information peut être régie par les technologies de type web? Je ne suis pas sûr non plus, puisque on va avoir quand même certains problèmes de lenteur, puisque les applications, à part le logiciel navigateur en lui-même, ne seront pas réparties. Ça va m'obliger à avoir une puissance de frappe qui est démesurée peut-être par rapport au besoin initial. Donc là encore, le web a ses avantages et ses inconvénients. De toute façon, la DSI et son besoin en gouvernance va s'articuler, va s'orienter autour des processus métiers. La DSI veut un déploiement rapide. C'est une des contraintes. La DSI va exiger du monitoring. Elle aura besoin de visionner en temps réel et de tracer ce qui se passe sur le système d'information. Approbation et consolidation budgétaire. Comme toute entité
opérationnelle et exécutive d'une société, la DSI a des contraintes financières, elle n'a pas un budget illimité, il faudra que le système d'information et les technologies associées rentrent dans des bornes. Réutilisation, elle souhaitera vivement que ce qui a été fait puisse être réutilisé, et donc une notion forte d'industrialisation de processus. Faciliter des échanges, la DSI, encore une fois, souhaitera que nos briques architecturales et logiques puissent être fortement découplées. Référentiel et métadonnées, besoin en intégration, on voudra que les nouvelles briques logicielles naissantes puissent facilement communiquer avec l'existant. Donc, quel que soit l'axe de réponse choisi, les exigences de la DSI de toute façon seront les mêmes. Peut-être la réponse à tous nos problèmes, c'est de monter une architecture de type SOA. SOA est donc la réponse référentielle aux besoins d'urbanisation du système d'information. SOA va chercher à occulter les inconvénients des technologies que nous avons présentées ultérieurement, de type web, EAI ou workflow. Les acteurs clés du SOA, consommateur, pourvoyeur, fournisseur, on va voir un petit peu plus tard ce que c'est. La dimension du SOA, on a la dimension métier, où vont se placer le consommateur et les pourvoyeurs. Autour d'un axe technique, ça c'est le fournisseur qui va s'en charger. Également, les architectures SOA ont un axe de rotation autour de la dimension service, où on va exprimer le besoin contrat de service, on va présenter notre système d'information sous forme de boîte noire. On souhaite que ce service soit autonome, homogène et fonctionnel, performant, indépendant et qui puisse être composable. Une vue un petit peu plus schématique du slide précédent, nous avons notre utilisateur qui va s'adresser à un pourvoyeur de service. Ce pourvoyeur, derrière, il y aura de l'ASP, du client léger, du WPF, du Silverlight, du WinForms, etc., etc. Et c'est cette entité-ci qui se chargera d'invoquer le service souhaité. Donc ça, c'est le principe d'une architecture SOA. Les 4 dimensions de mon système d'information, analyse, data, application et service, c'est au travers de ces dimensions-là que va s'exprimer mon univers du système d'information. Si nous l'exprimons de manière un petit peu plus précise, on s'aperçoit que mon système d'information s'articule autour de la couche application, donc la couche client. C'est là que nos briques consommateurs vont être déployées. Autour du service, et là on passe dans l'univers du middleware, pourvoyeur, également la technique, la dimension donnée et la dimension analyse. La vue d'ensemble, de haut en bas, de mon système d'information constitue la solution du système d'information du SI. Si on raisonne uniquement sur le middleware, sur la boîte noire, on va parler de plateforme. Et lorsqu'on va parler de déclinaison applicative, on passe dans la dimension application. Ici, nos services sont exposés. Des services locaux qui font partie de mon système d'information ou qui font partie d'un autre système d'information. J'y accède grâce à la brique service étendu. Un seul point d'entrée pour faciliter le monitoring et la sécurité. Ces expressions fonctionnelles que j'appelle comptoir vont être réglées et orchestrées avec l'orchestrateur de workflow qui va appeler un ou plusieurs composants métiers pour exécuter réellement le travail. On retrouve ici nos entités de mappage, si nous avons affaire de la base de données, notre composant d'accès aux données, nos tables physiques et notre dernière dimension, la dimension analytique, où on va retrouver tout ce qui fait référence à la business intelligence. De l'autre côté du réseau, du média, on retrouve la couche cliente et les applications avec
la brique de communication qui me permettra de faire communiquer mon client et ma plateforme, les composants de travail, les composants utilisateurs, les IHM sous quelques déclinaisons que ce soit, et les composants partagés, privés ou publics. SOA n'est pas une technologie, c'est une architecture. C'est donc pas un web service. SOA n'oblige pas à une communication particulière. On peut faire du synchrone, de l'asynchrone, du HTTP ou d'autres choses. SOA ne se limite pas à une solution technique, mais à la simple mise en place d'un broker. C'est pas parce que j'ai mis un broker que je suis SOA. Microsoft propose sa déclinaison technologique d'SOA. Ils ont appelé ça projet Indigo. C'était le nom de code pour WCF. C'était une équipe de 200 personnes à laquelle se sont greffés une communauté de praticiens, que ce soit par le biais des utilisateurs comme, des com, plus, etc., etc. Et c'est ces gens-là qui ont créé WCF. C'est une technologie qui permet donc la mise en œuvre d'SOA dans un environnement Microsoft ou interopérable. Il est apparu avec WinFX, qui est le framework 3.0, également au même moment que CardSpace, Avalon, etc. etc. WCF repose autour du principe ABC, Address Binding Contract. C'est donc une plateforme technique de type SOA qui fait partie du framework de Microsoft. WCF va intégrer de manière native les SOAP Web Services. WCF est extensible, c'est-à-dire que si je souhaite étendre WCF et ses standards, je peux tout à fait le faire. Il me suffira de développer les parties qui m'intéressent. Il est articulé autour de l'Artifact Services par le biais de son cœur de modèle d'implémentation. Les règles de SOA, la définition du service est explicite. Les services sont autonomes. Les clients et les services se partagent des contrats, pas l'implémentation de ces contrats, pas de code. La compatibilité est basée sur les règles. Avant SOA, nous avions des technologies telles que SMX, les Web Services, comme plus pour le transactionnel, le messaging avec MSMQ natif pour faire de l'orienté message, ou le remoting pour faire de la communication TCP native. Tout ça proposait des modèles de programmation différents. WCF, c'est la couche qui se place au-dessus de ces services existants et qui va unifier ces modèles de programmation. Lorsque l'on se servait d'anciennes technologies, par exemple la technologie orientée composant avec COM, j'avais plusieurs applications et chacune de ces applications disposait de son exemplaire du composant. Donc c'est pas mal, ça me permet de réutiliser les composants existants, mais en termes d'évolution et de maintenance, ça rend plus compliqué les opérations, puisque si je souhaite mettre à jour le composant B, il va falloir que je le fasse à la fois dans l'application A, à la fois dans l'application B. Ce qui n'est pas forcément le cas pour un modèle orienté service, puisque les applications vont consommer des services qui sont composés eux-mêmes de composants. La conception interne de WCF, on peut faire du RPC ou du XML. Le service du point de vue de WCF est un type CLR, c'est-à-dire qu'il est géré par le Garbage Collector, avec les avantages que l'on connaît. Pour héberger, soit je me crée ma petite application console, et ça ira très bien. Soit je passe à quelque chose de un petit peu plus costaud et complet, et je peux l'héberger dans 2IS ou dans WAS à partir de 2IS 7. Mon service WCF, il lui faut un ou plusieurs endpoints pour communiquer, qui sont accessibles via un URI et via un binding particulier qui peut être du basique HTTP, du web service, du NetTCP, ça dépend du besoin. Le point de communication peut exposer le contrat et donc les métadonnées. Le schéma de la localisation, c'est quelque chose de complètement classique.
HTTP, domaine, port, ou NetTCP, domaine, port, etc., etc. Les métadonnées, elles sont accessibles soit par le service host, soit par un document WSDL. Tout dépend de ce qui nous intéresse et des besoins. Le client va passer par le biais d'un délégataire, autrement dit un proxy, où ce proxy va récupérer les métadatas définis dans le contrat de service. Les canaux de communication, mon serveur, via son service host, va exposer le canal de communication, et moi, en tant que client, c'est par le biais de ces canaux que je vais pouvoir communiquer avec ce service WCF. L'aspect comportemental d'un service est également paramétrable. Je peux gérer l'authentification, les métadonnées, les transactions, etc., etc. Plusieurs modèles de communication possibles avec WCF. Un modèle simple, requête-réponse. Là, je suis dans du TCP, classiquement. Unidirectionnel, je suis dans un mode UDP. Ou avec les rappels. Donc c'est le dernier mode possible, le callback, où je vais pouvoir faire ça de manière native avec NetTCP ou de manière interopérable avec un protocole de type Web Service étendu. Voilà. Comment ça marche tout ça? Dans un cadre classique, requête-réponse, je vais avoir mon client qui, par le biais du délégataire, va taper sur le point de terminaison. Et je vais attendre que le serveur me dise « c'est bon, ta requête est faite ». Donc là, je suis dans un cadre de communication synchrone. Un mode duplex, c'est un petit peu plus complexe. Mon client va, de la même manière que le modèle RR, taper sur le point de terminaison, mais il faudra que mon serveur connaisse l'interface du client et qu'il dispose d'un canal de rappel. Je suis donc ici dans un cadre asynchrone. J'aurai besoin d'une liaison de type, par exemple, WS dual HTTP binding. On va passer à une petite démonstration maintenant où on va simplement observer plusieurs modèles et façons de communiquer avec WCF. Alors, ce qu'il me faut en premier lieu, c'est mon contrat de service. Comment je fais pour le concevoir, ce contrat de service? Eh bien, j'ai besoin, en premier lieu, de disposer de la DLL System Service Model. Je me sers, pour des raisons de facilité, d'un using par la suite. Pour dire qu'une interface est un contrat de service, eh bien, j'ai besoin d'utiliser la notation Service Contract, où je peux, par exemple, nommer mon service, également déterminer à quel namespace ce service appartient. Je déclare, comme je le faisais précédemment pour une interface classique, je déclare mon interface. Je spécifie par contre que la méthode concernée sera une méthode de type opération de contract qui sera exposable aux utilisateurs. Ensuite, je vais implémenter mon service, et là, il n'y a pas de grande surprise, je le fais comme je l'aurais fait pour n'importe quelle interface. Je dis que cette classe-là est une implémentation de class service server, et je définis son utilité. Ensuite, du point de vue du serveur, j'ai besoin de lui spécifier un certain nombre de choses, donc toujours pareil, de lui dire qu'on va se servir du namespace System Service Model. J'ai besoin de créer le service host, l'hébergeur de mon service, qui ici sera exposé à l'adresse http serveur WCF. Dans ce service host, il y aura un point de terminaison que je crée ici, et je spécifie que ça sera du basique HTTP qui servira de tuyauterie, et j'ouvre simplement mon service host. Le client, lui, comment va-t-il faire pour communiquer? C'est assez simple, vous allez voir. Il définit un endpoint. Cet endpoint, grâce au Channel Factory, on va
donner le nom de l'interface que l'on souhaite aller chercher. Et ensuite, on se sert de la méthode via le délégataire, comme si nous étions dans un objet local. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Un exemple un petit peu plus sophistiqué. On va aller voir le contrat. Donc, qui cette fois-ci va proposer un modèle sérialisé de données. Donc, non seulement le client va pouvoir récupérer une interface et des méthodes, mais également un type de données qui sera sérialisable, et ça c'est quand même assez intéressant. Comment le client va pouvoir se servir de tout ça? Eh bien, alors, ça c'est toujours pareil, hein, il va créer le proxy, il pourra se servir de la méthode présente dans le contrat, mais également il pourra se servir du type de données précisé dans le contrat du service WSF, donc type de données sérialisé. Pour finir, un dernier exemple qui est ici. On peut configurer nos services WCF en dur, mais on peut également passer à un mode de programmation et de paramétrage qui soit peut-être un petit peu plus facilement maintenable à l'aide d'un fichier de configuration. Un simple fichier XML va pouvoir me permettre de dire que, par exemple, mes métadonnées soient accessibles, que le endpoint au jour d'aujourd'hui c'est du MEX HTTP binding pour les métadonnées, mais ça peut complètement évoluer, hein, et ça sera facile de changer le paramétrage de mon serveur sans recompilation obligatoire. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre à emmanuel.barbolini@viasesi.fr. Merci.